Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument.com. Et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour et merci de suivre ce podcast de Ciel et Espace consacré aux éphémérides. Comme chaque mois, conseils d'observation, coups de cœur, conseils photos et récits astro seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes que nous vous conseillons d'observer en ce mois de juin 2022. Saturne débute son mouvement rétrograde le 4, la pleine lune est très basse sur l'horizon le 14, toutes les planètes du système solaire s'alignent le 25 et la Lune et Vénus se frôlent le 26 juin sous les Pléiades. Pour commenter ces spectacles célestes, je serai accompagné comme chaque mois par Cyril Birnbaum et Sébastien Fontaine. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie d'émission et Sébastien Fontaine nous contera une histoire d'astronomie dans quelques secondes. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, chaque mois c'est vous qui démarrez cette émission en nous racontant une petite ou une grande histoire de l'astronomie. Ce mois-ci, quel est le thème de votre chronique ? On va s'intéresser aux premières mesures d'éclat des étoiles, notamment chez Ptolémée. Aujourd'hui, on classe les étoiles par grandeur d'éclat, on parle de magnitude, vous le savez. Et donc, ce classement finalement des étoiles par grandeur d'éclat a commencé il y a très très longtemps, puisque comme je le disais, le plus ancien catalogue d'étoiles qui nous soit parvenu est donc celui donné par Ptolémée dans son ouvrage l'Almageste. Donc ça a été rédigé au IIe siècle de notre ère. L'Almageste, rappelez-vous, c'est cette espèce de grosse encyclopédie, on pourrait dire ça comme ça aujourd'hui, 13 volumes dans lesquels Ptolémée compile tout le savoir scientifique grec. Donc c'est vraiment une série d'ouvrages qui va faire autorité pendant des siècles et même des millénaires. Et donc Ptolémée, sur la base d'observations antérieures, il divise le ciel en 48 constellations et pas 88 comme aujourd'hui. Donc 48 constellations à son époque, et donc il donne pour chaque étoile du catalogue ses coordonnées et surtout sa grandeur, autrement dit son éclat. Pour info, le catalogue d'étoiles de Ptolémée en compte 1022. Là, il y a à peu près 1000 étoiles dans le catalogue de Ptolémée. Et donc c'est lui, Ptolémée, qui va assigner finalement les grandeurs de 1 à 6, sachant que 1 ça vaut pour une étoile très brillante, et 6 c'est pour l'étoile qui a un très faible éclat. Et donc ce système de grandeur a perduré jusqu'au XIXe siècle, époque à laquelle où on a introduit vraiment le système de magnitude qu'on utilise aujourd'hui. Et donc à cette époque, au 19e, on s'est arrangé à ce que les magnitudes coïncident au mieux avec les grandeurs d'autrefois. Et donc la magnitude d'un astre est donnée par un nombre qui traduit son éclat. Pour étalonner cette échelle des magnitudes, on a pris dans le ciel des étoiles types auxquelles on attribue une magnitude complètement arbitraire, et puis la magnitude de toutes les autres étoiles ont été calculées par comparaison avec ces étalons. Et donc pour faire clair, à l'œil nu, donc on voit les étoiles jusqu'à la magnitude plus 6. Une étoile très brillante comme Sirius a une magnitude négative, donc de moins 1,4. Le Soleil, une magnitude de moins 27. C'est quelque chose d'extrêmement lumineux. Et puis Vénus, à son maximum, a une magnitude de moins 4,3. Et puis etc., etc. Et donc on constate qu'avec une magnitude négative, on a un astre extrêmement brillant, et je vous rappelle qu'au-delà de la magnitude 6, l'œil ne suffit plus pour l'observation. Il faudra des jumelles, lunettes ou télescopes pour récupérer un maximum de lumière, et pour observer l'astre, une paire de jumelles va vous mener jusqu'à des étoiles de magnitude plus 10, et puis donc plus on aura une ouverture importante, et plus on aura des magnitudes élevées, autrement dit des astres faibles d'éclat. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que la loi mathématique qui lie les magnitudes à l'intensité du rayonnement, c'est un logarithme décimal, et il y a une raison précise à cela.
Oui. Alors le truc surtout, c'est que ce qu'on peut garder en tête, c'est que une étoile de magnitude 1 est 2 fois et demi plus brillante qu'une étoile de magnitude 2. Donc on a cette échelle logarithmique. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les magnitudes, des fois on se demande mais comment ça a été établi. Et d'ailleurs, on se rend compte que parfois on a des magnitudes qui semblent ne pas très convenir avec les observations anciennes. C'est aussi parce qu'on a des astres dont les magnitudes varient de toute façon, et puis l'intégration des magnitudes négatives a été obligée justement à cause de ces lois logarithmiques. Alors on commence cette liste des événements célestes avec Saturne. Sébastien, vous gardez la parole. La planète aux anneaux entame le 4 juin son mouvement rétrograde, c'est-à-dire qu'elle va faire un demi-tour par rapport aux étoiles fixes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'origine de ce phénomène ? Oui, c'est un petit peu comme pour Mars, on l'avait évoqué il y a quelques épisodes. Les planètes tournent autour du Soleil à des vitesses différentes. Plus on est proche du Soleil, plus ça tourne vite. Et donc, dans sa course autour du Soleil, la Terre est amenée à doubler finalement des planètes plus lentes, ce qui se passe avec toutes les planètes extérieures, donc Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, etc. Et donc, dans le cas de Saturne, la conséquence, c'est que quand on va doubler cette planète, dans le ciel, on va avoir l'illusion que la planète en question part en arrière, un peu comme quand on est en voiture, on est sur l'autoroute, on roule à 120 km/h, on double une voiture à 100 km/h, quand on regarde le véhicule par rapport au décor qui se trouve en arrière-plan, on peut se donner l'impression que la voiture que l'on double est en train de reculer. Par rapport à nous. C'est exactement le même phénomène finalement avec cette rétrogradation de Saturne. La rétrogradation va durer plusieurs mois jusqu'en octobre et passé octobre 2022, Saturne dans le ciel reprendra la marche normale qui lui permettra de continuer sa traversée, sa lente traversée du zodiaque. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur la planète elle-même ? Qu'est-ce qu'on voit de Saturne en ce moment dans une paire de jumelles ? Dans une paire de jumelles, vraiment pas grand-chose. Vraiment, si vous pensez aux anneaux, il va falloir utiliser une lunette d'initiation pour les mettre en évidence. À partir de 60 mm, 50 fois de grossissement, on commence à se convaincre que Saturne est entouré d'anneaux. Et puis, bien sûr, pour bien voir les anneaux, il va falloir grossir et employer des instruments plus ouverts. Mais il n'empêche, ça c'est intéressant parce que honnêtement aujourd'hui, je ne sais pas qui utilise encore une lunette de 60 mm, ça devient très rare. Même à l'achat quasiment, parce que on a des instruments plus ouverts, des entonnoirs à photons plus conséquents qui ne sont pas très très chers. Mais pour tous ceux qui ont débuté l'astronomie il y a quelques décennies, tout le monde commençait par l'observation à la lunette de 60. Et ce que je voulais dire, c'est qu'avec une 60 mm, on peut, quand le ciel est très clair, remarquer la division de Cassini. Vous savez, les anneaux de Saturne sont en réalité des millions de particules de glace et de poussière qui orbitent autour de Saturne comme autant de petits satellites. Et il y a comme un sillon plus important que les autres au milieu des anneaux, qu'on appelle la division de Cassini, parce que découvert par Cassini à l'Observatoire de Paris. Et donc cette division de Cassini est donc visible dans une lunette de 60 mm. C'est pas évident, mais ça peut vous permettre de tester votre lunette et puis surtout de la ressortir du placard, parce que honnêtement, je ne sais pas qui aujourd'hui utilise encore ce type d'instrument. Est-ce qu'on peut voir des satellites autour de cette planète Oui, autour de Saturne. Mais alors justement, avec votre lunette, vous allez par contre facilement mettre en évidence Titan, le principal satellite. Par contre, il faudra utiliser un télescope, un 200 mm pour mettre en évidence Rhea et Dioné, qui sont les deux autres principaux satellites de Saturne, sachant que Saturne est une planète qui en compte 82 lunes, 82 satellites ont été répertoriés autour de la planète aux anneaux. Pour les lunettes de 60, il y a une seconde vie en fait. C'est-à-dire que vous pouvez les utiliser comme lunettes guides pour faire de l'astrophoto. Elles sont souvent reprises comme ça. Très bien, on passe au 14. Le 14, ce sera la pleine lune. Alors bien sûr, vous me direz, c'est le cas tous les mois. Sauf que cette fois-ci, elle ne culmine qu'à 13 degrés à Paris. C'est spécialement bas, Cyril. Comment ça se fait ?
Vous êtes fort en maths, David ? Je sais pas, je l'ai été, mais je suis pas sûr de l'être encore. Alors depuis qu'on sait en plus que les élèves de terminale, il y en a moins de 50% qui font des maths, oui. Donc il faut reprendre. On va redémarrer doucement. Et alors sans papier, sans crayon, ça va être un petit peu chaud pour moi. Donc je ferai peut-être un petit croquis qu'on mettra sur le sur le site là pour s'aider. Bon, mais juste avant d'expliquer ça, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années en arrivant en Suède. C'est-à-dire que c'était au moment de la nuit des étoiles, et en quittant Paris, en fait, je me souvenais très bien qu'on était pas loin du premier quartier. Donc premier quartier veut dire que quand on est ici en France, facilement on voit une demi-lune en fait, une face de lune à moitié éclairée. Donc on fait un vendredi, samedi, dimanche, on fait la nuit des étoiles, beaucoup de public, etc. Et je pense que 2 jours après, je me retrouve en Suède. Donc, qui dit en Suède dit sur une latitude beaucoup plus importante, donc autour de 63, 64 degrés de latitude nord, au lieu d'être à Paris à 48 degrés. Donc, c'est pas loin d'une vingtaine de degrés au-dessus. Et en fait, ce que je vais observer, il y a beaucoup de gens qui l'ont observé, les premiers explorateurs l'ont observé, et ont été aussi surpris. C'est-à-dire que premier soir, donc j'arrive, il y a l'enthousiasme d'arriver, de voir la belle famille, etc. Et à un moment, on sort dehors en se disant tiens, bon, je vais regarder un peu les étoiles, normal, en espérant secrètement de voir une aurore boréale qui n'arrivera jamais en août, mais c'est pas grave, qui peut arriver, mais il y a peu de chance quand même. Et à ce moment-là, pas de lune. Je cherche, il n'y a aucune lune. Je me dis tiens, c'est bizarre quand même, parce que il me semblait qu'en quittant Paris il y a 2-3 jours, il y avait un premier quartier, donc il devrait y avoir la lune. Bon. Et puis j'y pense pas, je me dis qu'elle doit déjà être couchée, c'est pas un problème, quoi. Le lendemain, rebelote, là je regarde le ciel et toujours pas de lune. Donc j'essaye de comprendre, oui, tiens, c'est bizarre, j'ai dû la rater, je fais pas très attention. Le surlendemain, encore pareil. Là, ça commence à être énervant. Ça vous inquiète. Ça m'inquiète. Je connaissais Sébastien est fan de Tintin, je connaissais on a volé les bijoux de la Castafiore, mais pas on a volé la lune, quoi. Tintin a volé la lune, je l'avais pas. Donc je comprends pas très bien, et donc je prends comme tout le monde dans ces cas-là un ordinateur, Stellarium, et je commence à regarder. Et en fait, ce qui se passait au mois d'août en Suède, donc je pense tous les ans, c'est qu'à un moment en fait c'est pile le moment où la lune est très très basse sur l'horizon. Elle est basse en plus par rapport à la fois à l'écliptique, etc., les 6 degrés en dessous, etc. Ce qui fait que au final, ce mois-là, la lune, on la voit apparaître à la latitude où j'étais. On la voit apparaître peut-être 2-3 jours avant la pleine lune et disparaître 2-3 jours après la pleine lune. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand au moment de la pleine lune, elle se lève, elle se couche quasiment peut-être 2 heures ou 3 heures après. Enfin, ça va très très vite. Elle fait ploc ploc. Donc elle va juste un petit peu au-dessus des arbres et elle redescend. Donc elle fait. Donc j'avais essayé de faire une photo que j'ai toujours pas eue parce qu'à chaque fois il fait pas beau. Mais un jour je l'aurai. C'est la Suède quand même. Ouais, c'est la Suède. C'est la Suède en août. Donc ça marche pas à chaque fois. Alors pour revenir à nos maths, pour essayer de comprendre pourquoi ce 13 degrés, parce que je vous rappelle la question c'était la pleine lune du 14 juin. Elle est basse, alors on est très rasemote, on a été très rasemote ces derniers temps, mais même la lune. Alors là c'est un peu embêtant. Donc alors allons-y, essayons de comprendre ce qui se passe. Donc on va démarrer sur le soleil. Le soleil, vous avez tous remarqué, on a tous remarqué qu'il était très très haut dans le ciel en été et plutôt bas dans le ciel en hiver. Alors en fonction de la latitude, il n'est pas à la même hauteur. Alors, sous nos latitudes, c'est-à-dire que si on est à Paris, alors je vais tout arrondir, ça va être plus simple, on va dire qu'on est à 48 degrés de latitude. Pour savoir, en fait, la hauteur maximale du soleil est minimale. Donc c'est là que je ferai un petit dessin que je vous passerai. Mais en gros, il faut partir donc de la latitude, c'est-à-dire de 80 degrés, donc la position de la polaire, moins la latitude, donc 90 moins 48, ça fait 42. Et à ce 42, vous allez plus ou moins rajouter ou soustraire, donc en fait l'inclinaison de la Terre, l'angle d'inclinaison de la Terre sur l'écliptique, donc qui correspond à 23 degrés. Donc ça veut dire 42
plus 23, ça fait exactement, je l'ai écrit, 65 degrés, faut pas me tromper. Donc ça veut dire que le soleil en été est au plus haut, donc au moment du solstice, le 21 juin, il passe sous notre latitude parisienne à donc 65 degrés, et en plein hiver, il est au plus bas à 19 degrés. Ok. Maintenant la Lune. La Lune, elle tourne pas sur le plan de l'écliptique en fait. Elle est par rapport à la Terre à plus ou moins 6 degrés. Donc il va falloir faire le 90 moins la latitude du lieu. Donc vous pouvez le faire chez vous. Donc pour nous ici Paris 48. Donc 90 moins 48, plus ou moins 23, plus ou moins 6. Donc au final, vous pouvez avoir une lune qui est au plus haut en hiver à 71 degrés, et on le voit bien l'hiver où de vos fenêtres vous voyez bien qu'il y a la lune, mais il faut se pencher à travers la fenêtre de chez vous pour la voir quasiment au zénith, très très haute dans le ciel. Et en été, et entre autres le en juin là, ce 14 juin, elle sera pile à 42, donc les 90 moins 48, 42, moins 23 degrés, 19, moins 6. Là, on entend le bruit du compte est bon. Là, je sais pas si vous savez. Ding ding dong, et on arrive à 13 degrés. C'est magnifique, 13 mais degrés. C'est une démonstration radiophonique exceptionnelle. Je crois qu'il manque un dessin. Je suis désolé. Mais non, mais on a tout surtout que j'espère bien compris. Les gens qui sont dans leur voiture à écouter les podcasts n'ont pas eu un accident. Donc, mais merci. Non, mais c'était la question, et vous avez répondu avec brio sur ce 13 degrés. Donc, aller en Suède ou explorer des mondes à des latitudes très importantes, il y a des surprises dans le ciel. D'accord. On comprend que effectivement, donc 13 degrés à Paris, ça veut dire que clairement en Suède, elle ne se lève pas. Elle ne se lève pas, oui, c'est ça. Ouais. Il suffit que vous soyez en latitude 13 degrés au-dessus, plus au nord, et elle ne se lèvera pas. Et elle ne se lèvera pas. Voilà. Très bien, on a appris quelque chose en écoutant ces éphémérides, mais c'est le but. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on continue à les faire, c'est pour continuer à apprendre des choses. Merci Cyril. Le 25 au matin, tout le système solaire sera visible dans le ciel. Enfin, le système solaire des planètes visibles à l'œil nu. Sébastien, c'est à voir quand même. Ça, décrivez-nous le phénomène. Oui, alors c'est vrai. Je pense même que pour cette année, c'est l'événement pour moi le plus attendu. C'est pas forcément la plus belle observation, mais c'est vrai que c'est rare d'avoir toutes les planètes, et en plus dans le bon ordre. C'est le loto dans le bon ordre, puisque au matin du 25. En allant de l'horizon vers le sud-sud-est, vous aurez donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Donc oui, le grand chelem, les 5 planètes visibles à l'œil nu. Alors attention, parce que pour les observer, on n'a que 2-3 matins pour tenter le coup. Les planètes, pour certaines, sont extrêmement basses. Et là, je vais vous donner quelques informations. Pour le 25 à 5h30 du matin, vous avez donc Saturne, qui sera haute, qui va se lever à 1h du matin. Elle sera à 26 degrés de hauteur, quasiment plein sud, donc à 5h30. Jupiter, elle, se trouvera à 30 degrés de hauteur, donc ça descend déjà. Mars, 25 degrés, ça reste tout à fait honnête. Vénus a déjà 9 degrés seulement à 5h30. Et puis Mercure, toujours la petite polissonne qui est toujours à débusquer dans les lueurs d'un crépuscule du soir ou du matin, elle ne sera qu'à 4 degrés de hauteur à 5h30 le 25. Mais c'est bien de voir ces planètes, c'est bien aussi de se rappeler ce qu'est l'écliptique, la trajectoire apparente des planètes, et on verra que ces planètes sont quasiment toutes alignées. Et je me suis amusé, si vous tapez sur Internet, sur Google, alignement planétaire, vous tombez sur des hordes de sites astrologiques, et il faut tourner 3 ou 4 pages sur Google pour tomber sur des informations astronomiques. Donc faites travailler les moteurs de recherche, et faites remonter les notions astronomiques, et pas ces épouvantables astrologies. Je ferme la parenthèse. Moi, ce qui va m'intéresser le matin du 25 et du 26 et du 27, c'est que la Lune va également s'inviter à la fête. La Lune va se balader autour de Vénus et de Mercure avec un croissant de plus en plus fin. Et donc là aussi, ça permettra de mettre en évidence le rapide mouvement de la Lune. Et puis, de voir aussi que cette Lune se trouve également de part et d'autre de l'écliptique parmi les constellations du zodiaque. Et justement, le 26... vous l'avez dit, la Lune frôle Vénus. Ça se passe, Cyril, sous les Pléiades. Est-ce qu'il y a un horaire déjà pour profiter au mieux de ce spectacle? Est-ce qu'on peut tenter une photo avec ces 3 objets, ou alors c'est un peu compliqué? Non, c'est même plutôt sympa à faire. Il faut juste un peu de courage quand même, parce qu'il va falloir se lever vers peut-être 4 heures du matin, ou même avant, pour être prêt entre 4h et 4h30. Parce qu'au final, le soleil va se lever
peu après. On est en juin. Avant, on est en juin, donc il fait un peu jour tout le temps, quoi. Donc la lune, elle sera éclairée à 8% là, donc on a un véritable alignement vertical sur l'est-nord-est. Alors c'est un peu surprenant, c'est 61 degrés d'azimut, hein, donc c'est vraiment très nord. Quand on n'est pas habitué forcément à ça, donc il faut déjà vérifier avant de se lever que vous avez l'horizon. On a l'horizon qu'il faut, parce que c'est pas celui qu'on utilise habituellement. Vous seriez un petit peu déçu. Donc nord, enfin est, nord-est. Vous allez avoir en fait le tout sur 10 degrés de haut. Donc vous allez avoir donc les trois. Vous allez avoir à la fois Vénus, la Lune au-dessus et les Pléiades à 10 degrés au-dessus de l'horizon. Donc c'est assez sympa à prendre en photo, je pense. Ça rentre dans un 100 mm si vous voulez les trois en même temps, avec l'horizon, hein, parce que ce qui est amusant là, c'est d'avoir en ombre chinoise donc des arbres ou des toits de maison. Enfin, il faut peaufiner, on va dire le cadrage. Alors ça fait longtemps, vous me l'avez reproché que je vous avais pas donné une astuce. Je vous en donne une très importante en fait, sachant qu'il faut se lever peut-être à 3h30 ou 4h moins le quart pour se préparer. Mon conseil, là vraiment il faut s'en souvenir, c'est de bien regarder la météo la veille, parce que s'il fait pas beau, c'est pas la peine de se lever. Super conseil. Regardez la météo, mettez pas le réveil pour rien. Oui, non mais c'est extrêmement intéressant. Et si on a donc les conditions sont réunies, il fait beau, on a l'horizon qu'il faut, on a l'appareil photo qu'il faut, on pose combien de temps? Vous posez quelques secondes et ça marche tranquille. C'est-à-dire que 3-4 secondes, je pense que à 400 ISO, 500 ISO, avec un 100 mm ouvert à 4 ou 5-6 et ça passe. Ce qui va être rigolo, c'est que vous allez plus vous allez faire des photos, au début il n'y aura pas encore les lueurs vraiment du jour, et puis après vous allez basculer en heure bleue, et quand c'est l'heure jaune vous pouvez arrêter là. Par contre c'est mort là. Très bien, et si vous avez une belle photo, n'hésitez pas à nous l'envoyer à l'adresse ouvertlanuit@cielespace.fr. Elle passera peut-être dans le magazine. Alors c'est désormais, on enchaîne sur la photo, hein. Lors de votre chronique photo, Cyril, vous nous invitez chaque mois à réaliser une photo du ciel précise, vous nous donnez des conseils, et ce mois-ci vous voulez nous parler des menus des appareils photo qui sont compliqués. Non, ils sont pas compliqués, mais on pense rarement à les utiliser. Ah oui. Et c'est vrai que donc là c'est une vraie astuce en fait d'astrophotographe, on va dire. C'est que souvent l'appareil photo qu'on a sert à la fois en photo de famille, on va dire, ou photo de vacances, et aussi en photo d'astronomie. Sauf que c'est pas les mêmes réglages. C'est-à-dire que souvent on est en mode complètement automatique, le gros P programme, on s'embête pas, on touche à rien, ça marche, les gamins peuvent l'utiliser, il n'y a pas de risque, etc. Et si on fait comme ça, il y a un risque que tout d'un coup on démarre une série de photos d'astronomie en mode programme ou en mode automatique aussi, et qu'on rate pas mal de choses. Il se trouve que sur les nouveaux appareils photo là, ils ont tous la possibilité d'enregistrer des menus ou d'enregistrer certaines caractéristiques qui vous permettent d'aller du mode classique de jour, on va dire, au mode vos besoins nocturnes. Donc première chose à faire, qui est assez importante, je pense, c'est de synchroniser l'horloge de l'appareil photo avec l'horloge atomique, c'est-à-dire l'horloge parlante, hein, directement. Donc vous l'avez. Alors je suppose que ça marche encore par téléphone, mais le plus simple, c'est d'utiliser un site web. Vous tapez horloge parlante et vous synchronisez les deux. Par habitude, moi je me mets tout de suite en temps universel, c'est-à-dire que je retire 2 heures, donc si vous le faites en juin, là, je retire 2 heures, ce qui permet en fait, si par hasard vous avez une étoile filante ou vous avez un phénomène, d'être capable de l'associer à la bonne heure en temps universel, à la seconde près, parce que vous avez réglé votre appareil photo avec donc l'horloge atomique, en quelque sorte. Faut savoir que ça vaut le coup de le refaire de temps en temps. C'est-à-dire que forcément votre appareil photo est moins précis que l'horloge parlante. L'appareil photo dérive un petit peu. Il peut dériver dans un sens, comme votre montre d'ailleurs. Donc ça vaut le coup de le refaire de temps en temps, ce réglage. Alors, une fois que vous avez fait ça, en fait, vous avez différents types de menus. Il y a des menus rapides ou qui vous permettent en fait d'associer tout de suite les fonctions classiques, c'est-à-dire d'être en RAW, donc en
en photo brute, on va dire, de vous mettre en manuel directement. Et puis il y a d'autres menus un peu plus poussés qui vous donnent accès à des sous-menus très rapidement. Parce qu'en fait, plus les boîtiers sont sophistiqués, plus vous avez un tableau de bord d'Airbus devant vous, avec des menus, des sous-menus, des trucs dans tous les sens, et vous perdez énormément de temps à aller rechercher simplement l'intervallomètre ou le fait de renommer des images. Donc le fait de pouvoir prendre directement les tâches qui vous intéressent et de les mettre dans un menu à vous sont ultra pratiques. Alors classiquement, dans ces menus, vous pouvez avoir la colorimétrie pour aller très très vite. Alors, certains restent sur le petit soleil, classiquement. Moi, c'est vrai que je préfère me caler sur 3500 Kelvin. Je trouve que c'est à peu près, par rapport au site où je suis, ça donne les bonnes teintes et je m'embête pas, je le vois directement, c'est bien. Ce qui m'empêche pas d'ajuster après sur les logiciels, mais ça vous donne à peu près cette ambiance. Bon, sinon vous mettez sur soleil, ça marche très bien aussi. Avoir l'intervallomètre pas loin, c'est pratique aussi. C'est-à-dire que ça vous permet de faire des photos régulièrement en choisissant la durée, le temps de pause, l'intervallomètre. D'avoir aussi une autre fonction maintenant, c'est de démarrer. C'est dans les nouveaux boîtiers, vous pouvez démarrer votre boîtier à une heure donnée. Ça, c'est assez pratique aussi. C'est-à-dire que plus on vieillit, moins on a envie de se lever à 4 heures du matin. Plus on a du mal à se lever. Et on délègue ça. Voilà, on délègue ça, c'est-à-dire que vous assurez que la météo est bonne, que votre boîtier est en sécurité, vous le planquez très très bien dans la pampa, et à ce moment-là, en fait, vous lui dites, tu démarras à 4h12, et puis c'est parti. Ça marche très très bien, hein. Ça marche même super bien. Vous l'avez testé? Je l'ai testé, ça marche. Alors, faut pas se gourer, c'est qu'il faut se souvenir que vous vous êtes mis en TU, en temps universel. Il y a quand même quelques précautions à prendre. Oui. Donc vous avez à la fois l'intervallomètre, vous avez aussi une nouvelle fonction qui est assez pratique, qui vous permet de trier plus vite par la suite, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de nommer les photos au départ, c'est-à-dire que leur ajuster, je sais pas si c'est l'éclipse de lune ou si c'est votre voyage à tel endroit, elles peuvent, au lieu d'avoir IMG 2833 .euro, enfin point JPEG, etc., vous allez avoir mes vacances à tel endroit ou étoile filante ou perséide, etc. Vous mettez un mot-clé qui vous permettra de retrouver, de classer plus facilement. Ça, c'est assez pratique avec l'année, etc. Vous avez cette solution-là. Vous pouvez aussi rajouter des mots-clés directement au départ. C'est bien pratique aussi pour le tri par la suite. Vous avez aussi, moi j'ai un appareil qui me permet en fait d'utiliser les anciens objectifs de la marque qui ne sont pas autofocus. Donc vous pouvez aussi associer les anciens objectifs, ce qui fait que dans les spécificités de la photo, dans les exifs, vous allez pouvoir retrouver que vous avez utilisé un 35 mm à telle ouverture, ce qui vous permet de retrouver par la suite ce que vous avez fait comme photo et pouvoir éventuellement vous corriger ou d'associer certaines choses. Et puis voilà, en gros, grosso modo, tout ce que vous pouvez faire, et c'est assez pratique d'utiliser ces menus. Vous gagnez un temps fou parce que maintenant les menus sont très compliqués. Il y a beaucoup de choses. Merci Cyril pour ce conseil. Donc bien utiliser le menu de vos appareils photo. Nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur, un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome, un film. Sébastien, à vous l'honneur. Oui, alors cette fois-ci, on va s'intéresser à une étoile du ciel d'été. Quand on pense ciel d'été, quand on observe le ciel, on pense tout de suite au triangle d'été, Vega, Deneb, Altaïr. Et donc, on va s'intéresser un petit peu à la constellation de la Lyre et plus précisément à l'étoile Chéliac qui s'y trouve. Donc, l'étoile principale de cette constellation d'été, c'est Vega, bien sûr, je n'en parle pas. On s'intéresse à Chéliac. Alors la lyre, rappelez-vous, c'est l'instrument de musique de l'Antiquité, une espèce de harpe dressée dans le ciel avec les cordes de la harpe tendues entre les étoiles de la constellation qui forment une espèce de quadrilatère. Et donc, une des 4 étoiles qui servent un petit peu de borne à l'instrument de musique, eh bien, c'est Chéliac. Pas très loin de Chéliac, il y a l'étoile Sulafate. Et pour l'anecdote, si vous pointez votre télescope entre Chéliac et Sulafate, vous voyez apparaître la nébuleuse de la Lyre, M57. Mais ce n'est pas le sujet de ma chronique. Moi, c'est bien de Chéliac dont je veux parler, donc cette étoile
une étoile qui se trouve à peu près 1000 années-lumière de nous. Et ce qui m'intéresse avec cette étoile, c'est qu'il s'agit finalement d'une binaire en éclipse. Une binaire éclipse, c'est une étoile variable. L'éclat de l'étoile varie de magnitude 3,4 à 4,4 sur une période d'environ 13 jours. Ça veut dire qu'à l'œil nu, eh bien, on voit vraiment l'étoile varier d'une magnitude. Il n'y a pas très longtemps, on parlait des magnitudes. Et là, justement, ça vous permet de suivre finalement l'écart d'une magnitude pour une même étoile. Donc c'est un astre qui a été découvert au 19e siècle, 18e siècle même par l'anglais John Goodrich, qui était un fervent observateur d'étoiles variables et qui malheureusement, contrairement à monsieur David Fossé, ne pouvait pas écouter Demis Roussos. À cette époque, Roussos ne chantait pas, mais surtout notre anglais John Goodrich était malentendant et donc il ne pouvait pas observer le ciel en musique. En tout cas, voilà, Chelyabinsk, c'est une étoile assez intéressante. Bien souvent, on se limite à son observation pour nous permettre de trouver M57, mais regardez Chelyabinsk sur 13 jours, eh bien, vous la verrez varier d'une magnitude. Merci Sébastien pour ce coup de cœur. Cyril, votre coup de cœur, j'espère que ce n'est pas Demis Roussos. Non, c'est Enki Bilal. Ah bah oui, tout à fait différent. Ouais, oui. C'est un peu différent, c'est un monde futuriste et il y a des clins d'œil à l'astro à chaque fois. C'est-à-dire que vous soyez dans la trilogie Nicopole ou le cycle des monstres, enfin les différents bandes dessinées qu'il a faites là. En fait, il se trouve qu'en ce moment, il y a une actualité autour de Enki Bilal depuis mi-mars, puisque on a à la fois une exposition de tableaux originaux au Musée de l'Homme, donc où il vous reste une quinzaine de jours pour aller les voir, et puis on a un troisième volume, alors qui sera pas une trilogie là, puisqu'il a déjà annoncé entre 5 et 10 livres, 10 bandes dessinées, qui sont assez sympas à lire et qui sont, je trouve un clin d'œil à un papier que vous aviez fait il y a quelques mois sur le web là, à Ciel Espace. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'armée française avait lancé un programme de science-fiction pour anticiper les menaces, et on avait eu sur 600 candidatures une dizaine d'auteurs de la littérature de science-fiction qui avaient été sélectionnés pour imaginer ces menaces futuristes. La Red Team. La Red Team, exactement. Ouais. Et il se trouve que Enki Bilal ne doit pas, je crois pas qu'il soit dans la, je sais pas s'il avait postulé, mais je pense qu'il n'est pas dans la Red Team en tout cas. Par contre, il a le livre, là, ce troisième volume qui fait la suite aux deux autres, qui s'appelle Bug, est assez intéressant. Il y a des dessins qui sont forcément qui sont des clins d'œil astronomiques. Il se trouve que le principal personnage est un astronaute qui rentre de mission. Et il se trouve qu'en rentrant, il y a un problème technique, on va dire. Enfin, on sait pas trop ce qui se passe pour l'instant. Il y a une panne internet généralisée. Mais alors ça va plus loin que ça, parce que c'est toute la culture mondiale qui est complètement perdue. Toutes les données sont perdues. Et même vous, David, ou Sébastien, c'est-à-dire que si demain je vous demande sans votre téléphone de me donner mon numéro de téléphone, je pense que vous êtes mal barré. Et réciproquement. Et pareil pour celui de vos enfants, je pense. Dommage. Donc c'est plus dur. Donc faut pas effacer tout l'internet. Il faut pas tout effacer d'un coup, parce que c'est une catastrophe, et le monde n'a plus accès à aucune donnée. Et il se trouve que pendant sa mission, il y a une sorte de petite bestiole, on va dire le bug là, qui est rentré dans ce personnage principal qui s'appelle Cameron Hobb, et il se trouve qu'il a des super pouvoirs. Il connaît tout. C'est Wikipédia lui-même, en fait, ce personnage. Et donc, forcément, toutes les puissances veulent l'enlever, parce qu'il connaît tout. Voilà, donc c'est une intrigue, c'est assez intéressant. Chaque case est un véritable tableau. Et puis, ça nous change de Tintin, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas un dessin très, 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 très fin. Vous allez à la fois des couleurs. C'est plus tout à fait les mêmes lignes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quasiment une double narration, enfin une triple. C'est-à-dire qu'il y a l'œuvre, le tableau lui-même, qui est donc magnifique, et puis vous avez toujours à la fois des cases qui se lisent comme un roman, donc que vous pouvez lire, qui peut être une pensée, qui peut être la pensée du personnage, etc. Et puis en plus classiquement les bulles. Donc je vous invite à commencer la série Bug, mais sachant que vous en avez pour un moment, et surtout d'aller regarder l'exposition au Musée de l'Homme.
Très bien, merci beaucoup pour ces coups de cœur. Les éphémérides radio de Ciel et Espace s'achèvent pour ce mois-ci. Merci à Cyril Birnbaum et à Sébastien Fontaine. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous au mois de juillet. D'ici là, songez à vous abonner ou vous réabonner. Merci pour votre fidélité à Ciel et Espace et à très bientôt à l'écoute de nos podcasts.